ou même financement des initiatives d'économie sociale ou environnementale. Ce sont des coopératives d'épargne et de crédit, des réseaux de microcrédit, des fonds d'impact, des centres de consultation. Avant tout, je veux vous remercier aujourd'hui, ce matin, dans les cas qui sont dans mon côté, de ce côté-ci de l'hémisphère, puis pour ceux qui sont de l'autre côté, bon après-midi. Je pense que le nombre de pays, de participants, ou tout de moins ceux qui sont inscrits aux dernières nouvelles, il y avait au-delà de 140 inscrits, représentant plus d'une vingtaine de pays. Donc, je pense que ce nombre et cette variété démontrent l'importance de ce thème pour nous tous, nous toutes. Comme vous le savez, comme vous le vivez, la crise sanitaire que nous vivons a un impact énorme sur le plan économique, puis surtout sur le plan social. C'est une crise en fait sans précédent, je pense, dans l'histoire. Puis c'est une crise qui touche tout le monde. Dans les discussions ou les éléments qui ressortent, on peut déceler au moins un impact positif si on peut voir quelque chose de positif là-dessus. C'est notamment celui d'avoir mis en évidence l'urgence de la transition écologique et sociale. C'est pour ça que, Inès, en collaboration deux de ses membres, c'est-à-dire le réseau Maine basé au Togo et la Fondation Saint Finance au Sénégal, organise ces webinaires sur le thème la transition écologique au cœur de la relance post-COVID-19, les expériences et mesures d'accompagnement. Je remercie Mme Ndour, qui est la directrice générale de Saint Finance, puis M. Atanda du réseau Maine, ainsi que Pauline Boineau, qui est la coordonnatrice d'Inès, pour l'organisation de cet événement. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Mme Ndour, qui va diriger toute l'activité. Merci beaucoup pour votre présence et je nous souhaite un bon webinaire. Bonjour. Merci à M. Milder Villegas, qui est donc le président du réseau Inès. Je suis Mme Ndour, Denise Fatoumata, je suis administrateur général de la Fondation Saint Finance au Sénégal et je suis également la vice-présidente pour l'Afrique du réseau Inès. Je vous souhaite donc la bienvenue à ce webinaire sur le thème de la transition écologique et sociale au cœur de la relance post-Covid-19, expériences et mesures d'accompagnement. Comme le disait M. Villegas, donc nous l'avons co-organisé avec le réseau, l'Association des investisseurs dans l'économie sociale INES et deux de ses membres d'Afrique francophone qui sont le réseau MAIN et la Fondation Saint Finance. Donc, avant de démarrer nos travaux, je pense qu'on va juste faire quelques rappels pour un bon déroulement de nos travaux. Nous allons garder les micros éteints pour ceux qui ne sont pas intervenants pour éviter les bruits indésirables et les échos. Par contre, je vous encourage à garder vos caméras actives. Je trouve que c'est un vrai plaisir de pouvoir voir vos visages, ceux qu'on connaît et ceux qu'on connaît moins. Vous pouvez interagir en utilisant le chat si vous avez des questions, des contributions. Et voilà, donc le webinaire est enregistré et l'enregistrement sera mis à disposition de tous sur le site d'Inès un peu plus tard. Nous avons prévu une durée de travaux de 1h30 à 1h45 et nous avons donc un programme qui est assez riche que je vais vous présenter tout de suite. On va donc démarrer par M. Villegas a déjà fait son mot d'ouverture, donc nous allons entrer ensuite dans le vif du sujet avec une mise en contexte qui sera présentée par Mme Gabrielle Orniange de la CIDI et M. Mohamed Atanda du MAIN. Nous aurons ensuite des partages d'expériences faits par M. Abdourahmane Ouedraogo du Burkina Faso et M. Sékou Sarr du Sénégal. Et nous aurons ensuite des partages de solutions par des investisseurs avec M. Davide Forcella de Yapou Solutions et M. Dominique Le Savre qui est le directeur de la CIDI. On laissera les interventions se faire l'une à la suite de l'autre et en fin de session, j'essaierai de faire une synthèse des différentes interventions. Et nous aurons bien sûr un moment d'interaction avec des questions-réponses
pour que voilà, tout le monde puisse poser ses questions, mais on va essayer de le faire quand même par le chat pour éviter certains blocs. Voilà, le président d'Inès, M. Villegas, nous fera un mot de conclusion à la fin de ces travaux. Merci à tous et voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Je passe la parole, je pense, tout de suite à Gabrielle. Merci beaucoup, Fatou. Bonjour à tous. Je vais faire une toute petite présentation, peut-être, de Gabrielle. Très bien. Donc, Gabrielle Orliange travaille à la CIDI. Donc, la CIDI, c'est Solidarité internationale pour le développement et l'investissement, qui est basée en France. Et elle y est chargée des partenariats pour Madagascar, le Pérou et la Bolivie. Elle est également chargée de la performance sociale et environnementale du fonds FEFISOL, qui est le Fonds européen de financement solidaire pour l'Afrique. Alors, Gabrielle, qu'est-ce que la transition écologique et sociale? Merci pour cette belle question, Fatou. Merci à tous pour votre présence à ce webinaire. Et du coup, en effet, comme indiqué par Fatou, je propose comme préalable à cette session de passer quelques minutes à définir ce qu'on entend par transition écologique et sociale. Et les intervenants prendront ensuite le temps de partager des expériences plus concrètes sur ce sujet. Alors, la nécessité de la transition écologique et sociale, c'est la première slide, Pauline, si tu veux passer après, part d'un constat simple, c'est celle d'après aussi, désolée. Voilà. C'est-à-dire que pour œuvrer à un développement socialement juste et écologiquement responsable, il faut un changement de pratique. Ce changement de pratique, il s'opère à plusieurs niveaux. Il peut s'opérer au niveau individuel, au niveau organisationnel, au niveau communautaire et même au niveau étatique. Et il y a donc une multitude de chemins de transition que l'on peut suivre afin d'améliorer nos pratiques. C'est vraiment une démarche itérative et à ce titre, on devrait parler de transition au pluriel et pas d'un seul modèle de transition. Chaque entreprise, chaque personne peut vraiment choisir une voie différente, adaptée à son contexte et à ses enjeux. En fait, l'objectif général de la TES, c'est bien de parvenir à un monde écologiquement soutenable et plus équitable qui vise à améliorer les conditions de vie tout en respectant les communautés et les écosystèmes, mais chaque individu est capable de choisir son propre chemin. Globalement, on observe une prise de conscience générale avec un intérêt croissant pour des sujets considérés comme durables, donc notamment la finance verte, par exemple, l'agriculture durable ou la consommation locale et plus responsable. Et pour cette prise de conscience, c'est la slide suivante, on peut prendre d'une façon très concrète l'exemple de la pandémie actuelle. À ce titre, beaucoup de médias, beaucoup de think tanks, d'organismes de recherche affichent l'intégration de programmes écologiques dans les plans de relance mondiaux. Donc là, on vous a mis des captures d'écran qui reprennent les unes de certains journaux. Et il semble assez évident que la relance est au cœur de beaucoup de plans de relance. Mais du coup, on s'est demandé, est-ce que c'est effectivement le cas? Et à ce titre, on voulait vous sonder et vous poser la question, à votre avis, à vous, quel pourcentage des plans de relance mondiaux sont dédiés à des investissements verts ou durables? Pauline, si tu veux lancer le sondage, comme ça on peut avoir l'opinion des gens dans la salle. Donc là, vous avez 4 options. On va vous donner quelques secondes pour y répondre et ensuite on vous donnera la réponse correcte. Ça avance bien. On va attendre que 70% des gens aient voté. Et je pense qu'on peut clôturer. Et voici les résultats qui s'affichent à votre écran. Donc, en fait, vous avez été globalement plutôt pessimiste en indiquant que 7% des plans de relance mondiaux étaient dédiés à des investissements verts. En réalité, c'est 18%. Donc, c'est un petit peu mieux que ce que vous aviez prévu, mais ça reste objectivement très faible. Et avec cet élément en tête, ça démontre bien qu'il y a une vraie urgence, en fait, à œuvrer pour cette transition, malgré une prise de conscience de plus en plus généralisée. Est-ce que tu peux passer à la slide? Oui, parfait. Merci. C'est une urgence particulièrement aujourd'hui parce qu'en fait, on est face à une double crise, à la fois une crise sanitaire et à la fois une crise climatique. On est
que le Covid pourrait plonger 22 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté en Afrique les prochaines années, alors que le continent est déjà très fortement touché par le réchauffement climatique. On peut par exemple citer la perte de 75% de certaines récoltes liées à des sécheresses très importantes en Afrique subsaharienne en 2016. Donc les deux crises combinées, la crise pandémique plus la crise climatique, font peser un sérieux défi en fait finalement à l'Afrique et au monde en général. La mise en œuvre de la transition écologique et sociale a pour objectif d'éviter ce genre d'inégalité et de favoriser de nouveaux modèles de développement pour nos sociétés. Et en fait, il s'agit vraiment de répondre en fait, à l'urgence climatique par le progrès social. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait la transition écologique et sociale? En fait, je dirais, en préalable aux exposés des prochains intervenants qui vont vous donner des exemples très concrets de transition écologique et sociale, je dirais que le plus important, mais peut-être le moins évident, c'est l'adaptation de nos pratiques. En fait, il faut notamment réfléchir à adapter notre temporalité, parce que ces adaptations de pratiques profondes nécessitent souvent des investissements qui sont longs et importants, et il faut donc adapter notre mode de pensée et sortir de la recherche du résultat immédiat. Il faut savoir être patient et savoir prendre le temps pour faire de la transition écologique et sociale. À ce titre, le partage d'expériences tel que ce qu'on va faire aujourd'hui nous semble indispensable parce que cela permettra de diffuser des pratiques réplicables et permettra de favoriser un apprentissage mutuel. Enfin, je dirais qu'il faut vraiment être pragmatique. Il n'y a pas de cahier des charges dans la transition écologique et sociale. Il n'y a pas de checklist. Une entreprise peut très bien commencer par renforcer, par exemple, son action sociale et progressivement intégrer des indicateurs écologiques, mais il n'y a pas de recette toute faite ou de modèle à suivre absolument. Pour finir, je vais finir mon propos en introduisant brièvement l'exemple de la CIDI qui sera ensuite détaillé par Dominique Le Saffre. La CIDI a décidé en 2017 de faire de la TES son axe central de sa stratégie d'investissement et d'accompagnement. Et afin de garantir une cohérence entre notre mission et notre action, la CIDI s'est donc adaptée, c'est-à-dire que les équipes ont été formées à la thématique, des outils très spécifiques et dédiés ont été mis en place pour évaluer la transition écologique et sociale, et l'offre de services techniques proposée par la CIDI a également été renforcée. Globalement, cela a pris du temps. On est aujourd'hui en 2021 et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à faire, ce qui prouve que la temporalité est importante. Mais il y a encore beaucoup de choses en effet à améliorer, mais tout cela sera détaillé du coup par Dominique Le Saffre dans une intervention future. Merci beaucoup, Gabrielle, pour cette présentation notamment des définitions de la transition écologique et sociale. Je vais laisser Mohamed compléter en fait en parlant peut-être un peu plus de la situation en Afrique et notamment au niveau du réseau MAIN. Donc, Mohamed Atanda, qui est le directeur exécutif du réseau MAIN, qui est un réseau panafricain d'acteurs du secteur de la microfinance et qui compte à ce jour 114 membres dans 29 pays. Mohamed, qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de la situation de la transition écologique et sociale en Afrique et notamment l'expérience quant à le réseau MAIN? Merci beaucoup, Fatou. Et comme l'a dit Fatou, je vais compléter un peu la présentation faite par Gabrielle. Je ne vais pas faire un état des lieux, mais je donnerai un peu la situation de la transition écologique et sociale aujourd'hui en Afrique. Je n'ai pas de présentation, mais je vais vous dire en quelques lignes ce que nous, au niveau du réseau MAIN, ce que nous sommes en train de faire et quels sont nos objectifs pour les années à venir. Alors, les questions de la transition écologique et sociale restent encore, pour beaucoup d'acteurs africains, un concept nouveau. Et aujourd'hui, très peu d'initiatives sur les questions existent sur le continent africain. S'engager dans une transition écologique et sociale requiert une approche globale qui va plus loin que l'atténuation ou l'adaptation. Et je pense que tout à l'heure, dans la présentation de Gabrielle, elle a vraiment mis l'emphase sur l'adaptation. Donc, de nombreuses initiatives sont expérimentées sur d'autres continents et ces expérimentations illustrent très bien la manière dont une institution de microfinance
peut jouer un rôle face au changement climatique. ADA, une ONG luxembourgeoise qui est un partenaire historique du MEN, a réalisé en 2015 une étude sur la performance environnementale des IMF en Amérique centrale dans un contexte de changement climatique. Et pour réaliser cette étude, ADA s'est appuyé sur 42 institutions dans 8 pays. Nombreuses aujourd'hui sont les institutions qui commencent à se rendre compte que les questions environnementales ne sont plus un sujet secondaire, mais qu'elles constituent un aspect essentiel de leurs activités quotidiennes et offrent de nouvelles opportunités d'affaires. En Afrique, les institutions n'ont pas encore pris la pleine mesure de la problématique liée au changement climatique. Les expériences développées en Amérique latine doivent inspirer nos institutions africaines à changer résolument de paradigme et à entreprendre des actions concrètes dans la lutte contre le changement, climatique. La microfinance a toute sa place dans cette révolution et les acteurs de l'inclusion financière ne devront pas rester en marge de cette évolution de l'écosystème. L'écosystème aujourd'hui, il est très dynamique et il avance, il évolue. Donc, si les institutions de microfinance ne s'adaptent pas, elles risquent de se retrouver pas en phase du secteur, mais déconnectées du secteur. Les premiers pas du réseau MEN sur la transition écologique et sociale ont commencé en 2019 au cours de la Semaine africaine de la microfinance, quand le MEN et la CIDI ont organisé une session parallèle sur cette thématique qui a permis aux institutions partenaires de partager leurs expériences. Mais bien avant 2019 et plus précisément en 2017, le réseau MEN avec la Fondation Terre Solidaire ont commencé à s'interroger sur le rôle de la microfinance en Afrique face au changement climatique. C'est sur la base de ces premières réflexions que le MEN a décidé d'aller plus loin dans sa nouvelle stratégie d'intervention en questionnant ses membres sur le rôle des IMF en faveur de la transition écologique et sociale. En réponse à ces différents questionnements, le MEN a décidé d'inscrire dans son nouveau plan de développement opérationnel 2020-2023 la promotion de la transition écologique et sociale avec la mise en œuvre d'un projet intitulé « La finance inclusive en Afrique face aux défis de la transition écologique et sociale ». Enjeux et renforcement des capacités des acteurs africains par une offre de formation adaptée. Et ce projet est cofinancé par l'Agence française de développement avec le soutien de la CIDI et de la Fondation Terre Solidaire, qui est d'ailleurs même le porteur de ce projet auprès de l'Agence française de développement. Depuis octobre 2020, la mise en œuvre, la stratégie du MEN pour les 3 années à venir est donc reprise entièrement dans la formulation de ce projet afin d'avoir un véritable effet de levier pour créer et développer une dynamique auprès des IMF, membres du réseau, sur les enjeux qu'offre la transition écologique et sociale. On peut donc noter que les questions et les enjeux de la TES pour les institutions de microfinance en Afrique restent encore tout nouveaux. C'est la raison pour laquelle le réseau MEN est en train de mettre en place un module de formation sur cette thématique bien précise. Les formations devront commencer d'ici l'été de cette année. Et toutes les actions que le MEN doit entreprendre sur les 3 années à venir a comme fil conducteur la TES, c'est-à-dire la transition écologique et sociale. Et ces formations permettront, dans un premier temps, les formations qui sont en train nous sommes en train aujourd'hui de développer un module à part entière sur cette thématique, ce qui n'existe pas encore. Donc, ces modules ou ces formations permettront, dans un premier temps, de sensibiliser les membres du réseau sur les questions de la transition écologique et sociale, et dans un deuxième temps, d'accompagner les membres du réseau MEN à développer et à produire des produits. Et dans un deuxième temps, accompagner les institutions de microfinance, membres du réseau, à développer et proposer aux membres des produits écologiques. Donc, voilà, en quelque sorte, la situation et là où le MEN est en train d'aller sur les 3 années à venir
par rapport à cette question de transition écologique et sociale qui aujourd'hui nous interpelle tous en tant qu'acteurs de l'inclusion financière. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mohamed Atanda, pour cette présentation. Merci à Gabriel et Mohamed donc, pour cette mise en contexte qui nous a permis un petit peu de voir ce que c'est que la transition écologique et sociale et la situation aujourd'hui en Afrique avec l'exemple du réseau MAIN. Nous allons maintenant poursuivre avec les partages d'expériences. Nous avons deux membres du réseau INES qui vont chacun partager une expérience spécifique dans le cadre de la transition écologique et sociale. La première présentation sera faite par M. Abdourahmane Ouedraogo du Burkina Faso, qui est le directeur général de UBTECNAM, qui est une institution de microfinance qui est basée dans la région nord du Burkina Faso et qui compte plus de 225 000 membres. Abdourahmane est actuellement le secrétaire général de l'association professionnelle des SFD, des systèmes financiers décentralisés du Burkina. Et il est depuis 2016 chargé de programme du projet Transition vers une agroécologie paysanne au service de la souveraineté alimentaire. Abdourahmane, si vous m'entendez, vous avez la parole. Je vous entends parfaitement, Madame Ndour. Bonsoir à tous les participants. Bonsoir Abdourahmane. Merci, bonsoir. Allez-y. Bonsoir. Bon. Alors, merci. Moi, je vais vous partager avec vous l'expérience de UBTEC en matière de financement des pratiques agroécologiques. Cette expérience a été conduite en partenariat avec la CIDI et également notre partenaire de longue date qui est SOS Fin Luxembourg. Alors, je l'ai intitulé « Identification et financement et accompagnement des pratiques agroécologiques par l'UBTECNAM ». Alors, ma présentation va s'articuler principalement sur 6 points. Je vais, dans un premier temps, citer le contexte et vous donner les objectifs de notre action, de ce que nous avons conduit comme action dans le cadre du financement de la transition écologique. Je vais partager avec vous les travaux réalisés, les enseignements spécifiques que nous avons tirés de cette expérimentation, les enseignements généraux et éventuellement les éléments utiles pour une réplication à d'autres IMF. Alors, pour ce qui concerne le contexte, il faut noter que depuis 2010, la CIDI a développé un partenariat avec UBTEC, qui est une institution de microfinance, comme Fatou l'a si bien dit, créée par une organisation de paysanne dont le siège se trouve dans la région du nord du Burkina Faso. Alors, pour la CIDI, ce travail mêlant accompagnement et assistance technique s'inscrit dans le cadre de son plan stratégique 2017-2020, mettant la transition écologique et sociale au cœur de son action, comme Gabriela l'a dit tantôt, avec la volonté de dégager progressivement ce qui pourrait vraiment être fait d'une part, ce qui pourrait d'une part relever d'une transition écologique au niveau agricole et énergétique et préciser d'autre part les actions et les contributions possibles de la CIDI et d'autres partenaires GMF ou OP et PME. Alors, il faut également noter qu'au-delà du plan stratégique de la CIDI, nous avons conduit 2 programmes. Le premier programme, c'était le programme d'appui aux initiatives économiques et
social et programme d'appui aux initiatives économiques contribuant à une transformation écologique et sociale. Et ça a été en 2016. Et à l'issue de cette petite expérimentation, nous avons entamé un autre programme qui s'appelle le programme TAPSA, Transition vers une agroécologie paysanne au service de la souveraineté alimentaire, mené par IBTEC avec comme partenaire la CIDI, le CCFD Terre Solidaire, la Fondation Acte et financé par la Fondation Acte et puis l'AFD. Et ces deux projets ont permis, sur la base d'un diagnostic initial des grandes zones d'intervention, de donner un cadre de réflexion et de partage d'expériences élargi sur différentes facettes de l'agroécologie et de dégager des ressources pour les partenaires. Pour IBTEC, cela a permis la réalisation d'études de formation, la mise en place d'un petit fonds de garantie, la prise en charge et du suivi également des activités. Et en germe et anticipation de ces plans stratégiques et programmes, et une meilleure connaissance des pratiques agricoles avait déjà été étudiée dans une étude antérieure réalisée en 2016 par la CIDI et l'UBTEC sur la vulnérabilité des exploitations familiales dans la région du nord du Burkina. Dans ce cadre, les informations avaient été collectées auprès de 133 personnes et 69 exploitations familiales sur la tenue et la fertilité des terres et une première tentative de mise en lien avec les pratiques agricoles, les aménagements des surfaces avaient été faits. Alors, donc, le constat à l'issue de cette étude de 2016 les constats étaient les suivants. Les terres pas ou peu fertiles pour 25% des exploitations familiales et en dégradation selon un tiers des répondants, 2 tiers de l'échantillon. Et ces répondants n'étaient pas forcément les plus vulnérables. Et il y a une présence importante, mais non systématique, de retenue d'eau, une utilisation générale d'engrais organiques et de synthèse, une utilisation de biocides. Des liens importants entre agriculture également et élevage ont été établis à l'issue de cette étude. Donc, Pauline, vous pouvez continuer. Alors, les objectifs clairement qui étaient poursuivis par la CIDI à travers cet accompagnement étaient d'apprécier en général jusqu'où une IMF pouvait faire sa part dans la transition écologique, d'apprécier également en particulier les besoins de renforcement de l'analyse des activités agricoles et les besoins de développer des activités ou services connexes à la mission principale de financement pour pouvoir faire évoluer les pratiques agricoles. On continue, Pauline. Alors, c'était également d'identifier les besoins de financement, mais aussi l'accompagnement d'assistance technique nécessaire pour renforcer à long terme les IMF. Et également de suivre et valoriser cette politique avec la constitution d'une grille de suivi des profils écologiques des activités agricoles avec une attention à l'information disponible dans les cycles. Alors, pour ce qui concerne IBTEC, on avait pour objectif de travailler à la viabilité de nos activités à long terme, de poursuivre la mise en œuvre de la philosophie du fondateur de l'institution, qui a pour slogan « Développer sans abîmer », et de valoriser sa proximité et son expérience avec le monde paysan, et de profiter des ressources complémentaires et de renforcer les capacités locales entre IBTEC, FNGL et les relais communautaires au niveau de la base sur les enjeux climatiques et l'agroécologie paysanne en vue d'impulser un changement de comportement au niveau communautaire. Donc, les travaux réalisés ont été les suivants. On a mené une étude sur l'adaptation des produits en fonction de l'impact environnemental. Cette étude a été réalisée en 2017 et les termes de référence avaient été élaborés conjointement avec la CIDI. Et ça a permis d'identifier les risques et les bonnes pratiques en s'appuyant en partie sur une étude de 2008 du ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique et des Ressources halieutiques du Burkina.
dans laquelle étude on avait identifié 350 bonnes pratiques relevant de 8 grands domaines, partant de la conservation des eaux et sols, les techniques culturelles, les techniques de fertilisation des sols, les techniques de foresterie et d'agroforesterie, et les techniques de gestion des ressources naturelles, les techniques de gestion de l'eau, des aménagements et les techniques organisationnelles en matière de gestion durable des terres. Alors, à l'issue de cette étude, les consultants ont pu quand même, sur la base de cette étude, valider avec les producteurs, agronomes, forestiers, ingénieurs d'élevage rencontrés, une liste de pratiques utilisées dans la région où nous on intervient. Et également, ils ont étudié les aspects techniques, équipements, savoir-faire, organisation de leur mise en œuvre, les investissements et les gains et contraintes liées à leur mise en œuvre, les spéculations utilisant les pratiques et les avantages et risques irrélatifs. Alors, à l'issue de cette étude, on a fait une première formulation d'une politique incitative, ce qu'on appelle, nous on a appelé la politique bonus-malus. Et suite à ces travaux de proposition, une première formulation de politique incitative et légèrement exclusive a été travaillée par des échanges entre le comité de pilotage de la CIDI et la direction des UBTEC et validée par notre conseil d'administration en 2017. On continue. Les éléments de cette politique c'est que l'UBTEC entend jouer un rôle direct pour la systématisation des bonnes pratiques environnementales et l'amélioration continue de ces pratiques de différentes manières, en travaillant à financer les meilleures combinaisons d'une part, et dont le bénéfice va du court terme au moyen terme, et de pratiques culturelles agroécologiques rentables. En participant à la connaissance, à la diffusion des connaissances les plus à jour sur les investissements utiles, à l'enrichissement des bonnes pratiques culturelles, par un suivi particulier des cultures en agroécologie et par la mise en place de formations et d'échanges d'expériences en amont et en aval de son activité de crédit. On poursuit. En adoptant une approche incitative, offre de formation, bonus du taux d'intérêt conditionné pour ces pratiques, ce qui peut inciter l'intérêt des producteurs, y compris sur un plan financier de court terme pour certaines cultures. En identifiant bien les contraintes sociopolitiques de la sécurisation de l'accès à certaines terres ou pour certains membres plus défavorisés afin de cibler l'action dans les zones propices et ou en mobilisant les acteurs politiques et sociaux utiles en amont des activités. Alors, la mise en œuvre de la politique, une deuxième phase de la mise en œuvre de la politique a consisté, ça a été en 2018 et c'est toujours en cours. Et on avait comme objectif quantitatif de financer 50 investissements et 100 prêts de campagnes agroécologiques par an, la production de pommes de terre et d'oignons avec une attention aux conditions écologiques de production a été effectivement financée par l'UBTEC à partir de 2018. Alors, et les enseignements spécifiques qu'on a pu tirer de cette expérience, c'est que les réalisations et constats spécifiques ainsi que les propositions sont synthétisées selon différentes rubriques. Il y avait les suivis techniques et économiques au niveau de la production des connaissances, des services non financiers, les suivis techniques et économiques, le partage de connaissances, services non financiers toujours. Il y a l'identification des contraintes et les risques au niveau producteur et au niveau de l'institution. Les services financiers, c'est-à-dire politique, stratégie, incitation, objectifs et réalisation. Donc, j'ai joint également ces enseignements spécifiques. Ça pourrait être partagé avec tous les participants. Je n'ai pas suffisamment de temps de détailler tout ce qu'on a pu tirer comme enseignement. Et maintenant, au niveau des enseignements généraux, il y a tout ce que nous avons mené comme travail, les différents travaux effectués par l'UBTEC, les connaissances générales des pratiques agricoles et de la tenue foncière dans la région du Nord. Et il y a les estimations des risques sur l'environnement des différents types de crédits
et de différentes pratiques agricoles. Et également, nous avons développé la politique bonus-malus. Aussi. Alors, il y a l'élaboration d'une première formulation des politiques incitatives, la mise en œuvre de la politique. Alors, ces travaux ont permis de commencer à répondre aux objectifs initiaux et il est possible de faire les observations suivantes. Et une IMF peut contribuer à la transition écologique sans pour autant disposer de moyens importants. C'était entre 20 et 25 000 euros par an qu'on a utilisé pour le programme. Et même dans un contexte perturbé par l'insécurité, on a pu quand même mobiliser un certain nombre d'acteurs, les accompagner. Et la volonté, la proximité avec les emprunteurs et le partage des connaissances sont plus importants pour des IMF à la situation financière fragile. Des ressources externes sont néanmoins nécessaires. Même pour une IMF finançant l'agriculture depuis longtemps, il y a besoin de renforcer l'analyse des activités agricoles, notamment les charges, les risques, les rendements, et de disposer de ressources humaines externes, agronomes, agroéconomistes, sur un temps suffisamment long. Gabriel l'a dit lors de sa présentation, ce n'est pas dans un très court terme qu'on peut atteindre les résultats escomptés, mais dans un temps suffisamment long pour organiser la production et le partage des connaissances. Il est nécessaire de proposer des services non financiers également, formation, suivi, échange, qui peuvent être internalisés ou externalisés pour viser un changement durable et plus rapide. Alors, le travail sur une filière et en particulier, il faut expérimenter une filière avec une synthèse des profils écologiques des activités agricoles. C'est ce que nous, on a fait avec la pomme de terre et qui a permis un début d'analyse et de partage des connaissances et de poser des questions pouvant s'appliquer à d'autres filières. Et il doit néanmoins être poursuivi. Donc, ce travail, nous poursuivons ce travail. Les travaux ont pu s'appuyer sur des travaux agronomiques également, des structures ou ressources et des programmes d'appui des partenaires techniques et financiers dans la zone d'intervention. Donc, ce qui veut dire qu'il faut travailler en collaboration avec l'ensemble des acteurs pour atteindre un résultat escompté. Il faut également travailler sur le système d'information des gestions parce qu'on s'est rendu compte que, étant donné que l'agriculture n'est pas notre cœur de métier, il y a bien d'autres éléments si on veut mesurer l'impact de notre action sur l'environnement. Il y a bien d'autres éléments qu'il faut intégrer dans les systèmes d'information des gestions pour pouvoir facilement valoriser le travail. Et en ce qui concerne le suivi institutionnel, cette étude doit être validée par la direction de l'institution et le conseil d'administration. Alors, donc, tout ce qu'on a fait comme travaux ont permis d'aller même au-delà d'une sensibilisation à l'environnement ou d'une liste d'interdictions comme fait par de nombreuses IMF. Alors, les éléments utiles pour une réplication à d'autres IMF. Alors, la recherche consciente d'une relation forte avec et entre les membres clients paraît importante pour viser un changement à la fois durable et à risque partagé. Les IMF et l'aide financière ont des limites en termes de légitimité, d'efficacité et de fiabilité pour prescrire certains changements, a fortiori dans le moyen terme. Il paraît également utile de conserver l'élaboration d'une politique incitative générale suite à une étude de terrain, mais sans attendre la fin d'une phase de suivi pour établir une première version. Ceci permet de donner un cadre institutionnel, une vision et une visibilité d'ensemble permettant d'inclure plusieurs programmes spécifiques, les cas échéants, et de ne pas réduire la question environnementale en agriculture à une question des risques en général ou des risques climatiques en particulier, comme dans d'autres IMF, mais de dégager aussi des opportunités, des alliances possibles et un lien avec l'histoire de l'IMF et une analyse sur comment dirais-je, tout ce qui concerne les opportunités, les menaces, tout ce qui concerne les activités au niveau interne, il faut analyser pour pouvoir prendre en compte tous les risques lorsqu'on veut aborder le financement de la transition écologique.
Alors, merci. J'ai été quand même assez long. Merci beaucoup, Abdourahmane. C'était long, mais c'était très intéressant et très riche. Alors, je reviendrai en fin de séance sur un résumé de ton intervention. Nous allons passer à une autre expérience. Présidente, excusez-moi de vous interrompre. Je voudrais juste ajouter une information importante à ce que Abdourahmane nous a exposé. Oui. Tout ce travail de lancement d'une dynamique de transition écologique et sociale, c'est aussi fait dans un contexte d'insécurité très important. Oui. Et il faut avoir ce point à l'esprit pour mettre en perspective la portée de cette action. Merci, merci beaucoup Dominique pour cette précision qui est importante. Donc, nous allons passer à une autre expérience, celle-ci au Sénégal, avec l'ONG Enda Energy, qui est également membre d'INED. L'expérience va être présentée par M. Sékou Sarr, qui est le directeur général de Enda Energy, qui est donc une ONG basée au Sénégal. Et je vais juste revenir sur quelques réseaux dans lesquels M. Sarr est actif, plusieurs réseaux qui sont dans l'énergie, tout ce qui concerne les questions énergétiques et de changement climatique, notamment le réseau mondial sur l'énergie et le développement durable, le réseau climat et développement, le réseau genre et énergie, le réseau international pour l'énergie durable. Et Sékou est également membre fondateur du réseau d'appui au développement des petites entreprises africaines en énergie durable, qui est ARID. Donc Sékou, nous te laissons la parole pour ta présentation. Merci, Madame la modératrice. Je n'avais pas ouvert mon micro. J'avais peur que tu te sois enfui là. Oh là là. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce webinaire. Un événement assez important parce qu'on cherche à parler de la problématique de la transition écologique et sociale dans le cadre de la relance post-Covid-19. Par rapport à cette transition écologique et sociale, j'ai bien apprécié les premières présentations et la mise en contexte, comme aussi l'entrée financement à travers les institutions de microfinance qui ont un rôle important à jouer dans ce contexte. Moi, je vais entrer par le déploiement des énergies renouvelables à travers des mini-réseaux qui orientés sur les usages productif de l'énergie solaire en milieu rural africain. Donc, vous pouvez passer. ENDA, d'abord, nous sommes une organisation internationale, ONG basée au Sénégal, membre du réseau international d'ENDA Tchermont. En termes de mission, c'est d'accompagner les populations dans les processus de transformation orientés vers un développement durable. Processus de transformation, ces processus de transformation, c'est ça qui justifie en réalité pour nous la pertinence des transitions écologiques et sociales. Nous avons trois axes d'intervention: accès à l'énergie durable, donc accès aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, avec une orientation usage productif des énergies renouvelables. Notre deuxième axe, c'est la résilience et l'autonomisation des populations et des écosystèmes face aux effets des changements climatiques. Et nous travaillons principalement en termes d'orientation stratégique sur les transferts de technologies climatiques modernes, mais comme aussi les technologies endogènes. Et l'autre axe, c'est la promotion d'une gouvernance inclusive et citoyenne. Voilà nos trois axes d'intervention. Et dans l'orientation stratégique de l'axe 3, on fait le lien promotion, usage productif des énergies renouvelables et la transition écologique, énergétique et citoyenne. Donc, nous travaillons sur ces questions-là. Et pour expliciter cela, j'ai pris l'exemple des programmes d'énergie solaire
pour l'entrepreneuriat et le climat. L'entrepreneuriat et le climat pour justement la promotion des usages productifs de l'énergie, pour la création d'emplois verts et décents pour les jeunes principalement, parce qu'on est aujourd'hui dans une orientation création d'emplois pour les jeunes en milieu rural. Et l'objectif stratégique numéro 1, c'est de maîtriser les besoins en services énergétiques des chaînes de valeur à haute intensité de main-d'œuvre et résilient aussi au changement climatique. Parce que quand on veut créer de l'emploi à travers les chaînes de valeur, il faut a priori analyser la vulnérabilité de ces chaînes de valeur. Et ça, on l'a fait dans un premier temps avant de lancer ces différents programmes. Et parce qu'on a lancé ces différents programmes à partir d'une initiative globale qu'on avait lancée en 2015 autour de la souveraineté énergétique pour la souveraineté alimentaire. Donc, en montrant qu'on ne peut pas arriver à une souveraineté alimentaire si on ne maîtrise pas les questions énergétiques. Le deuxième axe, c'est de tester des modèles économiques viables pour voir comment intéresser le secteur privé justement à investir dans les énergies renouvelables, ça à travers le contexte de centres villageois d'affaires, et tester des prototypes de systèmes de pompage dans le cadre du maraîchage. Par la suite, suivant. Allez-y. Donc, c'est ce qu'on a, le PEDEC, c'est un peu ce que je viens d'expliquer tantôt. Et donc, on a deux portes d'entrée, les centres d'affaires villageois et on a aussi les systèmes de pompage. Le centre d'affaires villageois, je reviendrai sur ça, passer à l'action suivante pour ne pas perdre beaucoup de temps sur ces questions. Le centre d'affaires villageois, c'est en fait un espace d'activité génératrice de revenus, autonome en énergie à partir justement d'un réseau solaire. Donc, vous voyez les panneaux solaires pour répondre à des demandes de mouture de céréales, de décortiqueuses, de salles multimédia, de systèmes de froid, par exemple pour le lait, sa conservation, mais aussi sa transformation, presse à huile, etc., en fonction des potentialités des territoires. Donc ça, c'est une approche vraiment territoire. On fait en même temps aussi la recharge des batteries, les artisans comme les menuiseries, etc., etc. Mais dans le même espace. C'est-à-dire, ce n'est pas aller raccorder les gens en faisant un mini-réseau. Ce que l'on fait, c'est principalement avoir les gens et les raccorder dans le même espace. Ça permet de réduire un peu le coût des investissements. Allez-y. Donc, pour le pompage, on est en train de travailler dans une zone périurbaine à Saint-Louis, au nord du Sénégal, autour d'un canal à ciel ouvert de 7 km de long et qui, à partir du fleuve Sénégal, alimente quelques 500 maraîchers. 500 maraîchers à travers une coopérative. Au-delà de cette question, pour cette coopérative, l'activité principale, c'est la facturation de l'eau et sa vente auprès des usagers, c'est-à-dire les producteurs maraîchers. Et on s'était rendu compte à l'analyse au départ, à la situation de référence, que le coût de l'électricité tournait autour de 70% des charges d'exploitation. 70%. Donc, ce n'était pas viable, économiquement parlant, financièrement parlant plutôt. Et avec le solaire comme substitution, on a mis en place une pompe avec un débit de quelque chose comme 2000 mètres cubes par jour. Par le suivant, comme expérience au truc. Là, c'est le système de monitoring. On ne va pas perdre du temps là-dessus. C'est juste un système de 12 kW-crête qu'on suit avec des systèmes de stockage de l'énergie et un système de monitoring qui nous permet, à partir de nos bureaux, de voir l'évolution des choses sur le terrain. Suivant. Alors, quel modèle de gestion? Le modèle de gestion que nous avons mis en place, c'est un modèle
c'est un modèle d'entreprise coopérative pour l'exploitation des centres d'affaires villageois. Maintenant se pose souvent la problématique du patrimoine. Ici, le patrimoine, c'est-à-dire les infrastructures, bâtiments et tout ce qui est à l'intérieur comme équipement, appartient à la collectivité. Mais l'exploitation est privée. C'est-à-dire pour chaque bloc, on prend des jeunes qu'on forme par rapport à cette spécialité. Ce sont ces jeunes-là qui font l'exploitation de ces différentes applications au niveau de l'espace. Suivant. Les formations aussi constituent un aspect fondamental si on veut accompagner la transition, que ce soit la transition écologique de manière globale, que ce soit aussi la transition énergétique, comme aussi la transition citoyenne. On a besoin d'accompagnement en termes de formation des différents acteurs. Encore. Résultats globaux, on a mis en place 10 centres d'affaires villageois de valorisation de lait avec la conservation, 7 modèles économiques éprouvés sur le terrain et le renforcement organisationnel ou capacitation des différents acteurs avec lesquels on interagit. Et en termes de puissance installée, pour ceux qui s'intéressent à l'aspect technique des choses, on a des mini-centrales de 12 à 20 kW crête pour faire tout ce qui est production, tout ce qui est transformation, etc., etc. Mais en même temps aussi, on avait lancé l'année dernière, un dispositif d'appui de ces différents opérateurs, un mécanisme, à la limite qu'on pourrait dire, mécanisme endogène pour la lutte contre les effets de la COVID-19. Et ça a été, ce dispositif consistait à acheter de la matière première pour les unités qui font de la transformation et redistribuer justement ces produits au niveau des groupes les plus vulnérables après une analyse de la vulnérabilité des ménages face aux effets de la COVID. Suivant. Alors, un second modèle, ça c'est un modèle qui est plateforme Progrès Lait. Ça, c'est dans la chaîne de valeur lait, où on a la possibilité avec 20 kW crête d'avoir une infrastructure qui permet de faire un mini-réseau pour raccorder des ménages, mais également pour faire de la collecte du lait, mais aussi de la transformation du lait en sous-produits. Et ça, c'est vraiment un business qui est très, très rentable. On n'a pas le temps d'aller dans des détails, c'est juste vous montrer les différents modèles qui existent et peut-être passer au diapo suivant pour parler de durabilité, parce qu'on considère que l'approche marchande des services à travers les centres d'affaires villageois, il y a une certaine appropriation des gens avec lesquels on travaille. L'autre aspect de durabilité, c'est un modèle économique. C'est basé sur de l'analyse économique et financière pour montrer davantage la visibilité sur la rentabilité. Une manière aussi de donner des opportunités aux investisseurs. L'autre, c'est le développement des réflexes entrepreneuriales dans la conduite des opérations de fourniture de services avec l'ingénierie sociale qui accompagne tout ce travail-là. En plus, pour conclure, je vais passer par quelques enseignements très rapidement pour montrer que le nexus énergie et chaîne de valeur agricole, c'est au cœur de la transition écologique. Montrer également que dans le contexte africain, la transition écologique s'associe aussi à la transition énergétique et la transition citoyenne. C'est 3 transitions, à notre avis, qui se nourrissent mutuellement. L'autre aspect, c'est la prépondérance de l'importance plutôt de l'éducation et de la formation pour justement réussir ces genres de transition, parce qu'une transition, ça ne se décrète pas. Une transition s'inscrit dans un processus qui mérite d'être accompagné.
Et les modèles économiques, j'en ai parlé. Le modèle, c'est aussi ces modèles économiques du point de vue de la régulation et de la réglementation entrent parfaitement dans le contexte des instruments d'intervention rurale du Sénégal. Le modèle est reproductible. Pour conclure finalement, dernier diapo, quelques enseignements. Je crois que quand on regarde les enseignements, en termes de mesures d'accompagnement, ce qui est important pour nous, c'est ce que l'autre là disait tout à l'heure, c'est Abdul, c'est la mise en place de facilités d'investissement. Ça, je considère que c'est un aspect assez important, mais le développement aussi du partenariat multi-acteurs, parce que la transition est écologique ou énergétique et citoyenne, ça doit entraîner une interaction entre les collectivités territoriales, les opérateurs privés, comme les institutions de microfinance, mais également les organisations de la société civile qui peuvent s'occuper de l'ingénierie sociale. Exact. Donc, voilà grosso modo les quelques éléments que je voulais partager avec vous, en montrant qu'au-delà du modèle de suivi des performances techniques des infrastructures installées, on a aussi des outils de suivi, évaluation des impacts de nos interventions pour voir si on est vraiment sur la bonne route en matière de transition écologique, énergétique et citoyenne. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci Sékou pour cette belle présentation. Tu faisais ta conclusion en parlant justement de l'importance de la mise en place de facilités d'investissement. Et ça nous fait une bonne transition pour la prochaine partie, puisque justement, nous allons voir quelles sont les opportunités qui se présentent aux institutions financières qui souhaitent être accompagnées dans leur transition écologique et sociale. Et pour cela, nous allons d'abord écouter M. Davide Fortiella, qui vient d'Italie, mais qui est actuellement à Berlin, je crois, et qui est également multicasquette, étant déjà responsable du groupe d'action Finance verte inclusive et intelligente face au climat de la plateforme européenne de la microfinance. David est également responsable du développement des affaires et de la finance inclusive verte chez Yahoo Solutions. Et il est aussi chercheur associé en finance inclusive verte au Centre de recherche européenne en microfinance. Alors, David, je te donne la parole pour que tu nous livres tes secrets. Merci beaucoup, très très aimable. D'abord, est-ce que vous me voyez? Parce que je ne me vois pas. Vous voyez la caméra allumée? Oui, on te voit. Super, super, génial. Bon, d'abord... Oui, mais on veut t'entendre. Vous m'entendez aussi? Ouais, ok. Donc voilà, d'abord, merci beaucoup de m'avoir. C'est un très grand honneur d'être avec vous et parmi vous d'écouter voilà, toutes les expériences que vous partagez. Qu'est-ce que je voudrais faire dans cette intervention? C'est d'abord de mettre un petit cadre sur qu'est-ce qu'on fait dans le groupe d'action de la finance verte inclusive à l'intérieur de la plateforme européenne de la microfinance, un peu pour faire le cadre comme nous on voit le développement et les outils mis en place pour la performance environnementale et plus en général pour la transition écologique et sociale. Et après, voilà, m'étaler un peu plus sur les opportunités, comme des investisseurs puissent soutenir cela et des exemples concrets. Donc voilà, pour y commencer, j'essaie de me tenir dans les 2-3 heures qui me sont dédiées pour cette intervention. Alors, slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc une petite introduction. Next slide, please. Voilà, donc qu'est-ce que c'est le groupe d'action de la finance verte inclusive intelligente face au climat? Je trouve que c'est un mouvement plutôt intéressant dans lequel je voudrais inviter tous les présents qui s'engagent dans la transition écologique et sociale. Ils voient un intérêt de pouvoir partager voilà, cet intérêt dans un groupe large de discussions et de formation des idées, de nous contacter. On est toujours à la recherche de pouvoir coopérer. L'idée du groupe, c'est un groupe multiparti qui est composé des acteurs, des investisseurs, des académiciens, des consultants, des gérants de compagnies d'IT, des institutions internationales, etc. Donc, c'est vraiment un groupe plutôt unique qui a été fondé déjà en 2013 à Berlin. Voilà, mais maintenant au siège de la plateforme européenne de la microfinance, donc à Luxembourg.
Et les objectifs clés, voilà, c'est vraiment d'être un groupe de discussion et de formation et de construction des outils communs. Donc, discuter les défis, les stratégies, c'est les objectifs, accroître les connaissances, encourager l'action et la coopération des engagements de différentes parties et surtout développer des outils spécifiques et des cadres dans lesquels le secteur qui veut pousser cette transformation écologique et sociale ou cette finance verte inclusive puisse se reconnaître et puisse se coordonner dans les actions. Voilà, donc on peut avancer. Next slide, please. Donc voilà, encore 2 mots, c'est coordonné pour moi et Natalia qui n'est pas présente. Voilà, et on a aujourd'hui plus de 90 membres et plus que 60 institutions. Honnêtement, on est en train un peu de maîtriser la croissance parce qu'on a déjà plus que le double de nos membres des demandes et donc d'organiser bien les groupes en sous-groupes de coopération. Vous voyez certains des membres, donc c'est vraiment multiparti. Et voilà, donc ce que je voudrais se poser dans la première partie, c'est vraiment un peu la vision de ce qu'on voit à niveau d'engagement. Vous voyez notamment en partie des membres des investisseurs. Voilà, donc clairement, ça va déjà un peu à répondre à la question qui sont les investisseurs et qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Et maintenant, je voudrais un peu plus étaler en détail. Next slide, please. Donc voilà, concept et outils. Donc moi, je voudrais citer cette phrase. Vous connaissez pas seulement de la transition écologique et sociale, mais on est notamment dans la transition écologique et sociale aussi comme un moyen de redémarrer voilà, après ou être plus résilient pendant la crise de Covid, parce qu'on est encore pleinement à l'intérieur. Voilà. Et je voudrais soutenir cette phrase que nous a dit Pedro Marchetti, qui est de la Fonds de Desarrollo Local à Nicaragua, que la CIDI, je pense, connaît très bien. En 2020, nous dit, mais regardez, un des résultats, malheureusement, de la Covid, c'est démontrer clairement que vert est plus résilient. Donc souvent, les gens, ils ont toujours pensé, on va se mettre dans l'agroécologie, on va s'y mettre dans des choses vertes, on va faire de l'assistance technique, ça va être très coûteux. Voilà, le niveau d'impact, ça va être plutôt bas parce qu'on n'arrive pas à trop débourser, etc. Et c'était vraiment le contraire. Si on regarde, malheureusement, le groupe d'action aujourd'hui est en train de regarder en détail, faire de bonnes études sur cela. Aujourd'hui, on a une vision plutôt anecdotique encore, mais de tous les partenaires nous font un retour justement. Le portefeuille qu'ils avaient, qui peut être classé comme vert, était plus résilient. Le portefeuille qui était classé comme agricole était plus résilient. Et donc, c'est quand même un volet, je voudrais dire, intéressant de voir en face des chocs, qu'est-ce que c'est la partie de la finance qui reste et laquelle qui reste volatile. Donc voilà, avec cette introduction-là, je vais à next slide. Donc ça, c'est un peu pour définir comme nous on voit voilà, les idées des produits, pas seulement comme nous on voit. Voilà, je voudrais peut-être soutenir que la vision que j'amène, c'est justement ici du groupe d'action de la finance verte inclusive. Donc ce n'est pas ma vision personnelle. Voilà, c'est à partir de ces dernières 8 ans de travail sur cette thématique-là, on voit les produits verts, voilà, qui sont partis dans une transformation écologique et sociale, comme quelque chose qui n'est pas seulement, comme était un peu le discours il y a quelques années, de protection de l'environnement, que c'est clairement clé, mais encore plus comme des outils qui puissent amener 3 facteurs positifs. Le premier, et je pense que c'est fondamental, surtout quand on parle d'une finance inclusive, ça veut dire donc qu'on fait face à une population pauvre, ou avec pas beaucoup de moyens de faire face à des défis comme le changement climatique, voilà, c'est que des produits verts et des services verts doivent être capables de générer des résiliences et réduire le profil de vulnérabilité des clients. Donc, ce n'est pas seulement la vulnérabilité de l'institution, mais vraiment des clients, de générer des capacités à s'adapter à ces nouveaux défis, soit la perte de biodiversité, soit le changement climatique, mais soit encore la pauvreté énergétique. On n'est pas seulement en train de financer quelque chose d'énergie solaire pour décroître l'impact sur les écosystèmes, mais aussi pour réduire la vulnérabilité de nos clients à la pauvreté énergétique, et c'est clairement un très grand défi de l'inclusion sociale et économique. L'autre volet, clairement, voilà, justement, c'est de réduire les impacts nuisibles sur les écosystèmes et, où possible, justement, de ne promouvoir des positifs. Voilà. Et le troisième, que c'est quand même très important, c'est de pouvoir générer des revenus additionnels au plus grand ou de qualité majeure de production, voilà, de façon que cette transition soit un volet positif dans la génération de revenus économiques aussi, surtout pour les clients. Donc voilà, ça c'est un peu le volet. Si vous avez un exemple, c'est clair, par exemple, un exemple d'agroforesterie, c'est un produit vert qui clairement remplit toute cette solution-là. Hein. Dans un côté, réduit l'impact des aléas climatiques, de l'autre côté, préserve les écosystèmes, et troisième, l'agroforesterie en multi-extra va
à nourrir le sol et augmenter la productivité et aussi la qualité de productivité. Donc tout cela, les produits verts, que c'est un peu le centre de cette discussion-là, comment générer cette transition, clairement va permettre de réaliser une stratégie environnementale de la situation qui s'encadre. Donc, ce n'est pas seulement qu'on finance des choses pour les financer, mais c'est comme cela vont améliorer la stratégie environnementale de la situation. Mais encore plus, ils vont permettre l'inclusion sociale, économique et financière, l'autonomisation des populations cibles de situation financière et la génération des capacités. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire? Next slide, please. S'il vous plaît. C'est qu'en fait, la finance inclusive verte, comme nous la voyons, je pense un peu centrale dans la discussion de la transition écologique et sociale aussi dans une dynamique du Covid, c'est qu'il n'est pas seulement de ne pas nuire l'environnement, ce n'est pas seulement de générer un impact environnemental positif, mais c'est surtout, c'est aussi, et je dirais surtout, voilà, l'inclusion sociale et économique, donc vraiment le centre de ce qu'on parle depuis pas mal de dizaines et dizaines d'années, des ménages pauvres ou des micro-petites entreprises qui font face à des défis nouveaux, donc changement climatique, dégradation de l'environnement. Il faut aussi se rappeler que cette pandémie, malheureusement, c'est cause de la dégradation des écosystèmes, comme pas mal des autres problèmes qui paraissent à l'origine ne pas être environnementaux, comme c'était aussi à l'époque différentes guerres qui sont liées pour la dégradation des écosystèmes. Donc voilà, donc on voit la finance inclusive verte, comme nous on l'a décrit ici, comme un ingrédient clé pour supporter cette transition et surtout pour relancer la transition à post-Covid ou aussi encore plus pendant le Covid, vu que c'est en résilience. Next slide. Voilà, donc, mais pour faire cela, donc maintenant on revient un peu dans le cadre en général, mais aussi les investisseurs. Donc pour pouvoir soutenir cette transition écologique et sociale, si vous parlez avec un investisseur, l'investisseur le plus motivé me dit « Ok, super, mais j'ai besoin des outils pour pouvoir comprendre où je me situe, moi, et les institutions que je voudrais financer par rapport à des possibles opportunités pour pouvoir s'engager dans cette transition. » Donc, c'est en fonction de cela qu'on a développé dans le groupe d'action de la finance verte et climatiquement intelligente, déjà depuis 2014, c'était la première version, un outil qu'on appelle le Green Index. Le Green Index, en fait, c'est un outil d'évaluation. À la base, c'est un outil d'évaluation de la performance environnementale des petites institutions de microfinance. Voilà, pour comprendre où il se situe sous sa performance environnementale, la situation et les clients. Dans son utilisation, on a découvert justement qu'il n'est pas seulement utilisé pour l'évaluation, mais beaucoup plus aussi sur la sensibilisation. Donc, une institution qui l'utilise dit « Ok, maintenant je comprends qu'est-ce que ça veut dire en finance verte inclusive. Maintenant, je peux discuter avec un investisseur sur un même cadre commun de qu'est-ce qu'on entend sur une transition. » Parce que souvent, différents acteurs parlent différentes langues. Donc, c'est aussi un outil de dialogue. Il permet justement une évaluation de l'État, il permet un engagement, comment on peut s'engager pour l'améliorer. Il permet de fournir une planification de qu'est-ce que sont les activités à faire pour atteindre les objectifs stratégiques d'une transition écologique et sociale. Il permet de prioriser. Il y a pas mal de choses qu'une institution puisse faire et aussi un investisseur puisse faire pour pouvoir soutenir les institutions. Voilà, et il permet aussi, et donc c'est important de les prioriser, et il permet aussi justement de faire un suivi, voilà, et pouvoir reporter les progrès. Donc, toute cette dynamique-là, c'est qu'est-ce qui permet à un investisseur davantage de pouvoir s'engager à financer davantage cette transition. Parce que si on ne peut pas le mesurer, voilà, on ne peut pas le planifier, on ne peut pas le financer, on ne peut pas l'améliorer. Donc, next slide, s'il vous plaît. Donc, l'index, je ne vais pas tout lire cela, mais c'est important que, voilà, il y a une conscience que c'est un outil qui est dans le terrain depuis très longtemps, quand même 2014, ce n'est pas très longtemps, mais ce n'est pas non plus hier, ça fait quand même 7 ans. C'est déjà en version 3, pardon, qui était justement mis en place depuis quelques temps et amélioré surtout selon les implémentations faites sur le terrain. Voilà, next slide, please. Voilà, donc c'est aussi très intéressant que cette Green 3.0 qu'on a développé, voilà, on a travaillé sur quelque chose de similaire avec les SPTF, donc la Social Performance Task Force, que justement cette année, il a défini justement que les indicateurs de performance environnementale vont être partie intégrante des nouveaux indicateurs de performance sociale. Donc, le groupe d'action de la finance verte inclusive a travaillé en collaboration étroite avec les SPTF et CERIS pour développer cette dimension 7 qui est totalement alignée et donc qui peut permettre un cadre commun pour stimuler le financement. Next slide. Donc, je vais speeder un peu, je suis un peu en retard. Ça, c'est un peu le résultat. Donc, il permet de définir l'évaluation de l'institution selon stratégie, identifier les risques d'impact sur les écosystèmes, l'impact des vulnérabilités, définir comment les gérer et qu'est-ce que sont les produits verts qu'on pourrait financer. Next slide. On va sauter la next slide. Ça, on la saute.
Voilà. Finance verte inclusive, qu'est-ce qu'on connaît? Donc, on connaît certaines choses. Alors, je ne vais pas aller trop en détail. Donc, dans le groupe d'action, on fait des études de données. On a plus qu'une base de plus de 1100 analyses environnementales dernières 10 ans. Là, c'est une petite analyse sur les 700 analyses qu'on a fait. Donc, on voit que c'est encore un secteur en développement. Donc, ce Green Index-là, il donne une valeur entre 0 et 100%. Voilà, donc, se positionne encore relativement bas. L'intérêt, c'est que les choses plus intéressantes sur lesquelles on puise, c'est d'avoir des produits verts pour l'énergie propre, comme vous voyez dans le graphique, ou aussi pour l'agriculture soutenable. C'est entre les deux le plus suivi. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, que quand on engage une institution financière, dans les dernières 10 ans, on peut dire qu'on a plutôt en donné que c'est plutôt entre le 25 et 30% d'institutions qu'on interroge qui se sont engagées dans les dernières 10 ans pour pouvoir mettre en place des pilotes sur la partie verte. Hein, ça, c'est notre donnée. Et l'autre, vous voyez ici en bas, c'est combien d'institutions, plus que la moitié, nous dit souvent que la dégradation environnementale affecte l'institution et aussi ses clients. Next slide. Voilà, ça, on peut clairement le voir pour région. Donc, voyons surtout l'Afrique, voilà, qui est un peu derrière d'autres. Voilà, un peu plus en bas que la moyenne, c'est le 25% contre le 30% de moyenne. Next slide. Mais on peut aussi observer les progrès. Hein, ça, c'est l'évolution de la, voilà, pardon, désolé pour le problème de la slide. L'évolution du progrès de la performance environnementale des dernières 10 ans en Afrique. Justement, on a commencé en 23%, on monte en 27, en 28, déjà on monte stable. Qu'est-ce que c'est plus intéressant, c'est de voir qui la traîne. C'est ce petit volet bleu clair qui est parti de 14%, 32 et 34, et c'est le développement des produits. C'est un des volets de la dimension environnementale. Donc, il y a un très grand engagement, surtout tiré pour l'eau solaire en Afrique. Next slide. Alors, expérience et soutien des investisseurs. Voilà, donc il y a beaucoup d'expérience dans le domaine. Il faut y être concret. Aujourd'hui, on n'est plus en phase de pilotage. On est en phase d'essayer d'institutionnaliser cela et de le mettre à l'échelle. Hein, ça fait quand même depuis 15 ans qu'il y a des pilotes et il y a une très grande quantité de leçons apprises qu'on pourrait utiliser pour mettre à l'échelle et améliorer les stratégies qui ont bien marché, lesquelles qui n'ont pas marché. Vous voyez ici, en Amérique latine, il y en a eu pas mal. Là, donc, il y a quand même engagé plus qu'une centaine ou 200 d'institutions de microfinance qui, dans différentes régions du monde, se sont engagées, voilà, pour soutenir cette transition écologique et sociale. Vous voyez aussi la plateforme européenne a même fait 2 primes, 2014-2019, un pour l'environnement et la microfinance, l'autre pour l'environnement, pour le changement climatique et la microfinance. Next slide. Donc là, vous voyez des exemples très, très partiels. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la slide, je suis désolé. Donc, c'est une sélection seulement des exemples, voilà. Et donc, c'est des certains investisseurs qui ont soutenu cette transition. Vous voyez certains présents. Il y en a beaucoup plus. Voilà, vous voyez, il y a des investisseurs qui sont à niveau international, d'autres qui sont à niveau bilatéral, d'autres qui sont privés. Voilà, donc, et cela se développe de plus en plus. Next slide. Voilà, donc qu'est-ce qu'il peut faire un investisseur? Donc justement, je pense un bon volet, je prends encore malheureusement quelques minutes, 2 minutes, je dirais, je passe la parole à Dominique. Qu'est-ce qu'il peut faire un investisseur pour pouvoir soutenir cette transition? Nous, on a vu dans l'expérience, les dernières 15 ans d'analyse des projets, qu'il y a différentes choses qu'il peut faire. C'est des prêts. En général, un investisseur est censé financer un portefeuille vert ou un portefeuille qui a un impact maîtrisé sur les écosystèmes, voilà, des garanties, voilà, ou des assurances. Voilà, donc assurer un partie du portefeuille dangereux pour pouvoir permettre davantage, voilà, de financer certaines transitions. Il y a aussi l'assistant technique, l'assistant technologique, et aussi, qu'est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît peut-être, c'est les paiements pour les services écosystémiques. Donc, dire que la communauté internationale d'investisseurs, en général, donne un reward, un prime, pour la valeur ajoutée qu'on amène à l'environnement. Tout cela, c'est des schémas d'investissement, de soutien d'investisseurs déjà mis en place et pilotés dans différentes situations. Next slide. Voilà, ça, je ne vais pas trop le lire du tout, mais c'est pour donner une idée, ça c'est tout en liste. Malheureusement, je le sais en anglais, mais des solutions qu'on appelle solutions d'agriculture sustentable. Aujourd'hui, vous entendrez beaucoup NBS, Nature-Based Solutions, c'est un peu la nouveau mode. Voilà, pour une agriculture soutenable et notamment changement climatique. Et à la gauche, vous voyez les solutions des énergies propres. Alors, tout cela, ce n'est pas seulement une liste, voilà, c'est vraiment tous des pratiques qui sont déjà été mises en place dans les dernières 10 ans dans différents projets. Ils sont vraiment, qu'ils ont fait un peu de repro, certains ont failli, certains ont fait de bons résultats, mais ils sont déjà plutôt expérimentés. Next slide.
Si vous voulez savoir plus, il y a deux manuels. Un qui était développé pour le groupe d'action de la microfinance verte inclusive sur les produits verts. Donc, vous voyez la première liste, vous la retrouvez dans cette manuel. Et l'autre, vous la retrouvez dans notre manuel qui a été fait pour les Nations Unies pour l'environnement, de le projet MEBA. Vous voyez une quarantaine de solutions avec un descriptif, quoi faire, les coûts, etc., etc. Next slide. Je termine avec un exemple concret. Désolé pour être long. C'est un exemple, je pense, MEBA. Je viens de sortir d'une conférence de laquelle hier aussi nos amis de la CIDI étaient partis. Voilà, le projet MEBA, c'est un exemple concret d'une transition écologique et sociale. Donc, next slide. Donc, c'est simulé pour les Nations Unies Environnement et financé à la base pour le ministère de l'Environnement allemand. L'idée du projet, c'est exactement d'augmenter les capacités de solutions de microfinance à financer ce qu'ils appellent les alternatives EBA. Okay? Les alternatives EBA sont des solutions qu'on pourrait appeler aujourd'hui d'agroécologie, mais plus largement des solutions agricoles pour agriculture d'investissement agricole, voilà, qui à la fois réduit la vulnérabilité des clients au changement climatique, qui promeut les écosystèmes, voilà, et qui veut augmenter la productivité et la qualité de production. Donc, renforcer les capacités du client, de la mise en place de cette pratique, voilà, et justement aussi, parce qu'il était parti des Nations Unies, c'est un travail d'influencer les politiques internationales et locales pour faire si que ces cadres soient un cadre réglementaire à un certain moment. Vous ne voyez une petite liste, je l'ai fait malheureusement en anglais. Vous voyez, par exemple, de l'agroforesterie, de la diversification des cultures, des irrigations goutte à goutte, de l'agriculture organique, etc., etc. Next slide. Donc, pour voir comment cela s'est développé, c'est un projet, je trouve, très intéressant qui a involucré pas mal des acteurs et qui s'est développé en phase 1 en 2012 avec 5 institutions en Amérique latine. Après, c'est mis à l'échelle en phase 2 en 2018 jusqu'à la fin de cette année-là. Donc, nous, en tant que YAPU, on l'a implémenté toute la phase 2. Donc, on a mis un peu l'échelle, on est passé de 5 institutions à 13 et on l'a étalé à 9 pays. Donc, c'est parti aussi, on peut commencer en Amérique latine et maintenant, c'est en Afrique. Et après, avec cette dernière étape, avec la BNP Paribas, on a étalé avec une autre étape successive qu'on appelle la plateforme de biodiversité. Donc, on a construit une plateforme où tous les acteurs dans un pays peuvent se connecter pour pouvoir analyser leur propre crédit, le risque qu'ils ont de biodiversité, le risque des changements climatiques et la capacité de financer davantage des solutions vertes. Next slide. Voilà, ça c'est un peu les indicateurs qui mènent cette plateforme, sensibilité climatique, capacité d'adaptation des clients, conservation de la biodiversité et vérification des microcrédits verts. Donc c'est un outil et justement un investisseur pourrait très bien utiliser pour pouvoir dire, OK, qu'est-ce que je voudrais financer, avec quelles conditions et qu'est-ce qu'ils font justement les clients finaux et comment on pourrait davantage les accompagner dans cette transition sur une agriculture, dans ces cas-là, beaucoup plus soutenable. Next slide. Voilà, ça c'est un peu les impacts. Donc le projet est en train de monter relativement en puissance. Et vous voyez, donc la phase 1, comme je dis, 2 pays, 5 institutions. La phase 2, 9 pays et 13 institutions. Et cette phase de biodiversité, c'est 11 pays et 35 institutions. Donc on espère l'année prochaine de pouvoir reporter 200 institutions et 30 pays. Donc next slide, s'il vous plaît. Ça, c'est un peu les impacts. Donc, les Nations Unies pour l'environnement, en général, sont très intéressés de montrer cela comme un grand succès pour différentes raisons. Un, parce que tu es capable d'y inclure pas mal des investisseurs et commencer comme un projet totalement public, financé par le ministère de l'Environnement. Et après, justement, il a engagé des acteurs comme la CIDI, voilà, comme la Grammy Agricole, comme la BNP Paribas, comme la BBVA, la microfinance BBVA, et pas mal aussi des investissements privés des institutions locales qui ont cofinancé l'assistance technique et qui après ont financé le portefeuille vert. Donc, vous voyez ici, était financé 30 millions, plus que 30 millions d'investissements en solutions d'adaptation au changement climatique, tout en pensant que l'investissement en assistance technique était plus ou moins de 5 millions, avec un cofinancement, je dirais, privé de plus ou moins demi-million, et donc plus ou moins la moitié de la deuxième phase. La première phase, c'était vraiment d'investissement. Dernière slide, j'imagine. Voilà. Bon, désolé d'avoir pris beaucoup de temps. J'espère d'avoir contribué un peu à la discussion et je laisse la parole et je prends toutes les questions. Merci beaucoup. Merci David pour cette brillante présentation. C'est vrai que c'est difficile de faire ça en si peu de temps, mais bon, si c'est nécessaire, on organisera un autre événement pour approfondir certains points. Donc, après ce panorama de solutions présenté par David, nous allons écouter le point de vue d'un investisseur spécifique. Last but not least, M. Dominique Le Saffre, qui est donc le directeur général et président du comité de gérance de la CIDI, Solidarité internationale pour le développement et l'investissement.
qui a été au niveau de la CIDI chargé d'investissement et coordonné les portefeuilles Afrique, Amérique latine et Palestine. Dominique représente la CIDI dans les principaux réseaux internationaux de la finance sociale et dans les conseils d'administration de plusieurs institutions. Il est également membre du conseil d'administration d'INES, dont il a été le président de 2011 à 2015. Dominique, tu as la parole. Merci Fatou. Tout d'abord, un grand bonjour et puis une expression d'amitié à tous les participants avec qui, hélas, pour raison de Covid, on ne peut pas être en relation directe. Ce webinaire, grâce à Inès, est aussi une occasion. Je veux remercier aussi Inès d'avoir invité la CIDI à témoigner. Alors, évidemment, après les contributions de Rasmané, de Sékou et de Davidé, qu'est-ce qu'on peut dire beaucoup de plus? Donc, l'idée n'est pas de refaire une recension de tout ce qu'un investisseur pourrait faire, mais de situer comment un investisseur social, solidaire, on dirait même sociétal, qu'est la CIDI, et a été amené à s'intéresser à la TES, à la transition écologique et sociale, et comment, avec les moyens qui sont les nôtres, eh bien, nous avons décidé d'aborder ce sujet et d'en faire l'axe central de notre stratégie, comme Gabriel nous l'a dit un peu plus tôt. Ensuite. Next. Bon, la CIDI, brièvement, nous nous caractérisons comme une chaîne de solidarité financière qui unit des actionnaires solidaires, des personnes physiques ou des institutionnels, jusqu'aux usagers des services rendus par les organisations dans lesquelles la CIDI investit. Et c'est ce mot d'investissement qui a son importance, puisque pour l'essentiel de son portefeuille, la CIDI investit en capital, est actionnaire minoritaire et participe à la gouvernance des institutions dans lesquelles la CIDI investit. Quel est l'intérêt de cette mission? Cette mission vise à partager la vision et le risque, et les résultats, bien sûr, quand ils sont là, mais aussi par cet investissement que nous qualifions de patient, nous avons le privilège de pouvoir établir un dialogue continu avec les organisations partenaires dans lesquelles la CIDI investit et qui relèvent tous de l'économie sociale et solidaire. Qu'il s'agisse d'institutions de financement de proximité ou de microfinance ou de finances sociales, ou également d'entreprises créées par des organisations de producteurs. Alors, ça c'est l'écosystème CIDI. Je vais vous épargner l'explication détaillée de l'écosystème CIDI parce qu'un webinaire de 2 heures ne serait pas suffisant pour tout expliquer. Simplement pour dire que l'approche solidaire de la CIDI qui associe des militants, on va dire, des actionnaires engagés, citoyens, jusqu'à avoir un effet important auprès des organisations dans lesquelles nous investissons, implique toute une approche qui a amené la CIDI à créer un fonds particulier sur l'Afrique, le fonds FEFISOL, a amené la CIDI en Afrique de l'Est à racheter une faîtière d'institutions de microfinance qui était détenue par une institution norvégienne, a créé également une fondation, ACT, la petite fondation ACT, qui signifie accompagner la transition écologique, économique et sociale, et ce, dans une vision de renforcement des organisations partenaires de la CIDI. Suivant. Alors,
Rapidement, donc, la CIDI a effectivement défini le continent africain comme le continent où ces investissements sont prioritaires. Pour quelle raison? Eh bien, parce que nous avons considéré que ce qu'on appelle le marché de l'inclusion a encore besoin d'être structuré, d'être renforcé. Qu'est-ce qui se passe là? A besoin d'être renforcé sur le vaste continent africain. Il y a beaucoup de choses à faire ailleurs aussi, mais en Afrique, et en particulier, la CIDI a été très active également pour l'accompagnement du réseau MAIN, que Mohamed nous a présenté plus tôt, parce que nous avons considéré qu'il était important que l'agenda de renforcement des capacités des institutions de microfinance à travers l'Afrique ou des institutions de financement solidaire à travers l'Afrique puisse être d'abord défini par ce qu'on dirait les Africains eux-mêmes. Du coup, comment s'établit le dialogue de la CIDI autour de la TES avec ses organisations partenaires? En fait, en 2015-2016, les collègues de la CIDI, mais les collègues de Gabriel, avaient relevé le fait que l'inclusion socio-financière n'était plus suffisante pour être pertinent dans une approche partenariale avec nos organisations partenaires. Parce que les défis étaient importants, les défis étaient conséquents pour répondre aux besoins des défis liés au climat, étaient importants à être abordés. Du coup, nous avons décidé d'établir la transition écologique et sociale comme axiome central de la stratégie de la CIDI. Et l'idée est que nous proposions cette thématique là où nous siégeons, dans les gouvernances, dans les coalitions auxquelles nous participons, pour que ce dialogue aux thématiques puisse se faire. Je dois dire qu'avec le réseau MAIN, comme Mohamed l'a dit, mais également avec Inès, cette thématique est venue s'imposer aujourd'hui comme celle qui est prioritaire parmi les préoccupations des organisations partenaires de la CIDI. La CIDI, très récemment, vient de faire une enquête de perception, une enquête de satisfaction de ses services auprès de l'ensemble de ces organisations partenaires. Et j'ai été frappé par le fait, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat, j'ai été frappé par le fait que, justement, la transition écologique et sociale apparaît être aujourd'hui la thématique centrale ou une thématique principale de préoccupation des organisations partenaires de la CIDI. Suivant. Next. Bon, donc voilà quelques activités de la CIDI. Donc la CIDI est engagée auprès de services financiers, auprès disons d'institutions de microfinance et de banques sociales et d'institutions de financement de proximité, également sur le champ des filières agricoles. Et voilà. Bon. Suivant. Vous voyez les chiffres. Bon, j'ai parlé de Soluti en Afrique de l'Est, on peut passer. Le fonds FEFISOL, qui est en fin d'activité en 2021. Il a été lancé il y a 10 ans. D'ailleurs, participe à ce webinaire le concepteur du fonds FEFISOL, M. Christian Schmitz, qui est avec nous, ainsi que nos collègues de la CIDI. Il faut le rendre hommage. Voilà, ceci est fait. Point suivant. Ah oui, ça c'est un aspect important. La CIDI, dans son modèle d'approche, dans son modèle économique, intègre une double mission, une mission d'investissement financier, mais aussi une mission que nous appelons d'accompagnement, c'est-à-dire de fourniture de services non financiers auprès des partenaires qui le demandent en vue de leur structuration, leur consolidation et leur pérennisation. Et également, nous considérons que la présence dans la gouvernance des institutions fait partie de ce temps passé
avec les organisations partenaires pour répondre à leurs défis de renforcement. C'est important parce que, et Davidé vient bien de le souligner, ainsi que, par exemple, Rasmané, avec qui nous avons travaillé très étroitement, s'il n'y avait pas la possibilité de passer ce temps avec les organisations partenaires à leur demande dans ce dialogue, surtout autour d'une thématique telle que la TES, eh bien, on pense qu'il ne serait pas possible d'avancer ensemble pour trouver les réponses qui conviennent. Suivant. Next. Alors, comment est-ce qu'on peut articuler l'investissement solidaire et la transition écologique et sociale? Très rapidement, d'abord, au niveau des modalités d'investissement, comme je l'ai dit, investir en capital et être présent au niveau de la gouvernance. Également, adapter l'offre de produits financiers pour être pertinent en matière de finances climatiques. Nous constatons que nous devons le plus souvent rallonger les échéances, rallonger les délais, et souvent fournir également des produits financiers adaptés et moins chers, puisque les niveaux de vulnérabilité observés ont été accrus. Et nous devons aussi trouver ensemble, en tant qu'investisseurs, des formules pour couvrir les risques liés à ces transitions, parce que ce sont des risques très importants, où nous avons beaucoup d'histoires à raconter et échanger, que vous, en Afrique, vous connaissez pour être exposés à tous ces risques. En ce qui concerne les services non financiers, eh bien, il arrive très fréquemment à la CIDI de répondre à une demande d'accompagnement à la définition des stratégies des organisations de financement de proximité. Donc, c'est aussi l'occasion de mettre en perspective la TES dès lors que ces institutions le demandent. Nous avons aussi vu, et David l'a dit, toute l'importance de la connaissance, la gestion de la connaissance, la sédimentation de la connaissance. Rasmané a beaucoup insisté là-dessus, ainsi que ses coûts. Et enfin, et c'est l'objet du webinaire d'aujourd'hui, prendre le temps de participer à des coalitions de recherche sur la TES en croisant les compétences. Souvent, nous, les financiers, on avait pris l'habitude de travailler entre nous. Les investisseurs se réunissaient entre investisseurs. Eh bien, on constate que nous devons faire l'effort également de rencontrer d'autres champs de compétences, par exemple les climatologues, par exemple tous ceux qui ont des compétences en matière, je dirais même agronomique, adaptées à ces transitions. Voilà, je vous remercie. C'était un petit éclairage de ce qu'un investisseur solidaire engagé autour de la TES peut vivre pour être à vos côtés. Merci. Merci beaucoup à M. Dominique Le Sac pour cette riche contribution. Alors, nous arrivons au terme des différentes interventions. Nous avons un petit dépassement au niveau du temps. Donc, j'étais censée faire une synthèse des différentes interventions en 5 minutes. Ça va être très compliqué. Je vais essayer de vraiment le faire de manière très ramassée. Je pense que tout le monde a plus ou moins suivi pour qu'on puisse se donner un petit temps pour répondre à des questions. Donc, je vous invite à poser vos questions dans le chat pendant que je fais la synthèse. Donc, nous avons commencé ce webinaire après le mot de bienvenue de M. Villegas, qui est le président du réseau INES, par une mise en contexte avec Mme Gabrielle Ormiange de la CIDI, qui dans sa présentation nous a rappelé qu'est-ce qui était la transition écologique et sociale, pourquoi elle est importante maintenant, comment la mettre en œuvre, en insistant sur le fait que c'était donc une démarche pour mettre en place un monde écologiquement soutenable et plus équitable. Et également, elle a parlé de la nécessité de penser de nouveaux modèles de développement pour faire face à cette crise
sanitaire qui vient s'ajouter à la crise climatique que nous connaissons depuis de nombreuses années. Je pense qu'un autre point sur lequel elle a insisté, c'est peut-être le fait qu'il fallait que chacun suive un petit peu son rythme et essaye d'arriver à... On a perdu Fatou. Pauline, es-tu là? Oui, je suis là. Peut-être qu'on peut passer... Oui, les réponses pendant que Fatou se connecte, les questions, si peux-tu partager les questions avec les intervenantes, Pauline, espérant que Fatou se connecte encore une fois. D'accord, on a eu quelques questions, notamment une question qui était destinée à Sekou. Et est-ce possible de nous dire comment est apprécié l'emploi décent et combien d'emplois ont été créés dans les CAV? Peut-être si Sekou peut répondre à cette question. Sekou, est-ce que vous pouvez répondre? Allô? Oui. Oui. Pauline, merci. J'ai bien entendu la question sur l'appréciation des emplois décents. Les emplois décents, du point de vue de l'Organisation internationale sur le travail, il avait cherché à le définir autour d'un certain nombre d'aspects fondamentaux. Le premier, c'était d'avoir un travail, la possibilité de donner un travail productif pour des personnes, hommes ou femmes, mais aussi convenablement rémunéré, c'est-à-dire un travail, parce que pour éviter du saupoudrage, on a souvent l'impression dans certaines zones de dire qu'on a créé de l'emploi, alors qu'en réalité, ce n'est pas de l'emploi durable, ce n'est pas non plus de l'emploi bien rémunéré. Donc, c'est aussi une question de justice sociale. Et aussi, on l'apprécie du point de vue des conditions de travail, c'est-à-dire au niveau du milieu de travail en termes de sécurité, au niveau de l'environnement de travail, mais en termes aussi de sécurité sociale. Donc, c'est autour de ces aspects-là qu'on essaye d'apprécier comment on appelle ça, qu'on essaye d'apprécier l'emploi décent. Maintenant, dans le contexte des centres d'affaires villageois, tous les gens qui sont employés au niveau de ces centres-là, on est avec eux dans un processus pour les inciter à disposer d'assurance, de protection sociale. Ça dit beaucoup de choses, mais on est dans cette perspective avec les opérateurs comment on appelle ça, les emplois qu'on a créés au niveau des centres d'affaires villageois. On est aujourd'hui autour d'une centaine d'emplois créés autour des centres d'affaires villageois. Merci Sekou pour votre réponse. On avait une question à propos du Green Index, mais je pense que Davidé a répondu dans le chat. Peut-être Davidé, si tu veux compléter. Merci beaucoup. Voilà, donc je suis très content que vous êtes intéressé à connaître davantage. Donc, je vous ai envoyé le lien dans la chat. Donc, malheureusement, comme je disais, le site web de le groupe d'action de la structuration est seulement partie du matériel. Mais si vous allez dans le site que j'ai mis dans la chat, vous pouvez trouver certains matériels. Pour le Green Index, alors, il y a un processus qui a commencé cet été, l'année passée, pardon, l'été de l'année passée, avec aussi la SPTF et Cerise, de faire la nouvelle version, donc la version que j'ai illustrée, la 3.0, qui soit aussi alignée à un nouveau standard de performance sociale universelle qui vont être mis à jour cette année et qui inclut justement la dimension de performance environnementale. Donc cela n'est pas encore terminé. On vient de faire un événement justement cette semaine
où on a exposé à un groupe d'une soixantaine des experts, des investisseurs et d'autres institutions le Green Index et la dimension 7 de la performance environnementale de l'SPTF, tout en demandant leur retour. Donc, il y a un processus de rétroalimentation des différents parties prenantes qui va être fait sur 2 séances et va terminer d'ici fin mai normalement. Et donc, la nouvelle version de Green 3.0 et aussi les standards de la performance environnementale ne sont pas encore publics, mais vous pouvez clairement pouvoir avoir accès au lien que j'ai mis à la version précédente. Donc, il y a déjà une version qui s'appelle Green 2.0 qui existe depuis 2016 et qui est déjà expérimentée avec plus de quelques centaines d'institutions et voire on a des retours de plus d'un millier. Et c'est déjà inclus dans la dimension 7 optionnelle de l'outil Series SPI4. Donc, si vous regardez cela, vous avez accès à la version précédente. Merci. Merci Davidé. On a une question qui était sur les financiers ont peur d'équilibrer la mission financière de leur institution avec la transition écologique et sociale en arguant que cela pourrait les surcharger et les disperser. Comment faire pour les convaincre? Donc je ne sais pas si parmi les présentateurs, quelqu'un voudrait répondre. Oui, je pense que je peux répondre, disons, la CIDI a la légitimité à répondre à cette question. Je pense que cette question est un peu dépassée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on comprend que les effets financiers de services qui sont non pertinents se révèlent dans la durée non durables, si je puis dire. L'obligation d'une offre de services pertinents qui répondent véritablement aux besoins des institutions bénéficiaires, mais surtout à leurs usagers, s'impose aujourd'hui finalement comme une donnée de marché. Et même s'il y a eu un mouvement autour du social, je pense que, enfin personnellement, qu'il n'y a pas d'autre option. La CIDI le constate par le nombre de requêtes et de demandes que nous recevons annuellement, et on tente d'y répondre au mieux, quantitativement et naturellement qualitativement. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'investisseurs qui s'auto-qualifieraient de social, qui ne s'engageraient pas également dans la mesure des effets sociaux et aujourd'hui environnementaux de leur action. Si on garde en mémoire le tableau des institutions que Davidé nous a présenté, je pense que c'est une donnée générale, c'est une donnée admise aujourd'hui, globalement, enfin, me semble-t-il. Si je pourrais rajouter une chose à cette réponse très claire de Dominique, c'est aussi que dans les dernières années, il y a eu une prise de conscience. Ça, je pense que c'est un message clé qu'a déjà dit Dominique, je voudrais vraiment remarquer, que ce n'est pas seulement d'avoir une performance environnementale, c'est là que c'était le discours qu'on avait il y a 10 ans. Donc alors c'est un engagement nouveau, il faut faire cela, c'est un coût, etc. Non, c'est vraiment pour la survie même des institutions. Aujourd'hui, on travaille dans un scénario de changement climatique. Donc même si vous êtes gros, grand et méchant et vous ne vous intéressez pas de vos clients, c'est quand même protéger vos assets. Donc, gérer la crise climatique, c'est devenu quelque chose de standard pour n'importe quelle institution financière, même pas sociale. Et davantage, si c'est social, c'est encore plus parce que vous ne pouvez pas, nous on voit avec la centaine d'institutions avec qui on travaille, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs sociaux sans regarder l'aspect de la vulnérabilité qu'ils ont vos clients au changement climatique et la dégradation des écosystèmes. Simplement, l'objectif social est difficilement attendable aujourd'hui, et vous qu'il y a un trend, il y a une continuité, ça va être de moins en moins, comme dit justement Dominique. Et c'est là, tout le monde se rend compte, il y a un processus, que vous dites pas tout le monde est éclairé aujourd'hui, mais il y a un processus vraiment qui continue à dire, voilà, on ne peut pas y faire avec, même si on voudrait peut-être pas le faire, mais on devient obligé, voilà, de le faire. Ça, c'est un peu la partie intéressante. Merci Davidé. Je pense qu'il y avait
plus des commentaires que des questions qui restaient. Donc, vous pouvez avoir accès dans le chat aux contributions des uns et des autres. Fatou, est-ce qu'on t'entend maintenant? Je suis vraiment désolée, hein. La connexion m'a lâché au plus mauvais moment. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça fait partie des aléas de tout ce qui est technologie et on est obligé de recourir à ça avec nos conditions actuelles. Donc, oui, si effectivement, j'ai raté un petit peu, je ne sais pas si on a pu répondre aux différentes questions. On a dépassé le temps qui nous était imparti. Je pense qu'il y a des personnes qui voudraient intervenir, mais compte tenu du fait qu'on a dépassé le temps, je ne sais pas si c'est possible. Misère. Moi, je voudrais, excuse-moi encore de t'interrompre, je voudrais juste signaler la présence avec nous, la participation avec nous de Madame Laurence Quark, Global Social Economy Forum. Oui. Il faut tenir compte du décalage horaire parce que Laurence s'est connectée depuis la Corée. Oui. Et c'est intéressant pour nous, je dirais Inès, Lemain et tout ça, d'être aussi connectés, global, dans des coalitions qui portent ces thématiques à notre niveau, bien entendu, mais aussi de manière plus globale. Et merci beaucoup, Laurence, d'être avec nous aujourd'hui. Oui, merci Laurence, merci beaucoup. Surtout que je sais qu'elle était sur une autre séance avec le Pact for Impact. Voilà, donc je pense qu'il y a une personne qui insiste pour intervenir, c'est monsieur ou madame Ngonga. Je pense qu'on va le laisser parler 2 minutes. 1 minute, me dit le président. OK, merci beaucoup, madame, de me passer la parole. Je vous dis un grand merci. Le premier point, c'est pour compléter l'intervention de monsieur Sarr, l'emploi décent. Il faut y ajouter, il a très bien dit, la question de la protection sociale. Et l'élément simple, par exemple, au Sénégal, c'est l'assurance maladie, avec la CMU que nous connaissons. Nous avons également la sécurité sociale. Avec la réforme de la caisse de sécurité sociale, il est possible de s'inscrire à la sécurité sociale. 2 autres aspects de travail décent, c'est les droits des travailleurs et deuxièmement, le dialogue social ou le dialogue citoyen. Deuxième élément, la question de changement climatique, c'est aussi une question d'inégalité. Donc, il faudra toucher la question de changement aussi politique pour l'aspect social. Vous avez entendu parler de la transition juste, parce qu'il faut laisser personne de côté. Il y a des personnes à qui on dit, vous n'allez plus utiliser les équipements, les emballages plastiques. Maintenant, ceux qui le faisaient vont perdre leur travail. Qu'est-ce que l'État a prévu? Donc, d'où l'idée de changement politique. Et c'est important d'inclure cette dimension de changement politique dans la trajectoire de la transition écologique et sociale et que le changement ne soit pas seulement au niveau individuel parce qu'individuellement, on ne pourra pas apporter une solution. Et c'est donc pour cette raison que la personne qui a parlé de l'approche multi-acteur, c'est très intéressant qu'on adopte une approche multi-acteur pour apporter les changements au niveau politique parce que c'est que beaucoup de pays actuellement inscrivent cette transition écologique qu'on a pu faire, articuler ce que nous voulons faire dans la microfinance, dans le plan de transition de chaque pays parce que chaque pays a son plan de transition. Voilà, merci beaucoup, madame. C'était très intéressant. Merci à vous. Alors, juste peut-être revenir effectivement, comme j'étais en train de faire un résumé que je n'avais pas fini, les points vraiment qui ont été mis en évidence, comme le disait ce monsieur, c'est aussi l'importance de la formation qui est beaucoup revenue, aussi bien dans la présentation de Abdourahmane que de Sékou, mais aussi le fait qu'il faut tenir compte de l'environnement socio-économique. On pense au cas du Burkina avec Abdourahmane qui est dans une situation compliquée et qui quand même essaye de mettre en place un bon programme de TES. Voilà, je pense également l'importance de l'articulation entre les énergies renouvelables et les chaînes de valeur agricole qui a été soulignée aussi par Sékou. Qu'il faut mettre en avant. Et comme le disait Dominique, l'accompagnement diversifié, hein, avec une forte présence sur le terrain de la part des structures d'accompagnement. Je ne veux pas parler uniquement des investisseurs, mais aussi ceux qui apportent de l'appui technique et financier. Voilà, donc je pense qu'on a vraiment épuisé le temps, donc je remercie vraiment tout le monde
pour la participation. Nous allons partager l'enregistrement sur le site web de d'INES et de nos institutions respectives. Voilà, nous restons ouverts aussi si vous avez des propositions pour prolonger les discussions autour d'un autre webinaire ou d'une autre activité. Nous sommes ouverts à vos suggestions. Je vais repasser la parole au président d'INES, M. Milder Villegas, pour un mot de clôture. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame Endur. Merci beaucoup à tout le monde, tous les présents. On a du monde, comme disait Dominique, même Madame Quark qui vient de Séoul. Oui, j'en ai vu dans les présences quelqu'un, M. Vanegas du Pérou même. J'en avais vu dans les inscrits du monde qui venait d'Haïti, en plus de la grande présence des personnes de l'Afrique. Bon, on parlait beaucoup de la pandémie, évidemment, comme le post-Covid, mais comme certains le laissaient entrevoir, mais il y en a aussi toute la situation sociale qui vit dans le pays qui s'ajoute à la question de la pandémie, toute la situation politique ou même, comme dans le Côte d'Ivoire, toute la question de sécurité qui s'ajoute aux questions de la pandémie. Mais malgré cela, je pense que ce sont des organisations, on est un réseau qui travaille fort pour passer à travers. Donc, je vous dis encore une fois, merci beaucoup. Merci à Gabriel Orléange, à M. Atanda, Abdou Razmane, merci beaucoup. Sekou Sarr, merci. David Forcella, merci beaucoup. On va continuer nos échanges. Merci à Dominique. Puis merci beaucoup surtout à Fatou, puis Pauline, puis M. Atanda pour l'organisation de cette activité. Ce n'est pas la dernière, on va continuer, puis donc soyez attentifs, on vous invitera pour un prochain webinaire. À très bientôt. À bientôt. Merci. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, David. Allez.